dans cet épisode de la Quinterview. Et les gens font elle bluffe. Tu bluffes, Martoni. Tu bluffes, Martoni. Respect. Donc pour les auditeuristes, vous sentez, Bip et moi, nous venons de la même génération, les vieilles. Et on a des drags, ça veut dire que nous sommes mortes. La Quinterview. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours... Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter un artiste drag indéfinissable. Et là, vous me dites, c'est facile, espèce de feignasse. Non mais ça va, ouais, je suis d'accord, on commence à se connaître, mais quand même... Mais effectivement, vous avez raison. Du coup, on va essayer de définir ensemble. Ah non, mais feignasse, je vous ai dit. Pour vous mettre l'eau à la bouche, cet artiste n'a pas assez de tête pour porter toutes ses casquettes. Performeur, DJ, directeur artistique, illustrateur, artiste de cabaret, professeur de danse non-binaire, chanteur. Il a fait de la mode, du maquillage, il est aussi plasticien. Il a collaboré avec Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, Patou, Kenzo, Marine Serre. Ça va ? Vous comprenez mieux ma galère ? Bienvenue pour ta Quinterview, Jean-Biche. Bonjour Bip, qu'est-ce que tu parles bien, tu devrais faire de la radio. Ouais, merci. C'est dingue. Mais t'as raison, c'est une idée, j'ai Mais pensé. tu vois, parce que moi je l'ai pas fait encore, donc je peux te laisser celui-là si tu souhaites. C'est vrai. Merci beaucoup. Ah non mais dément cette introduction, merci beaucoup. Et bonjour les auditeurs de la Quinterview. Est-ce que tu es prêt ou prête pour ta Quinterview ? On l'est jamais vraiment, je crois. Il faut se lancer. C'est ça. C'est comme le haut du plongeoir. On y va, on ferme les yeux et let's go. Oui, on verra bien si la piscine était remplie ou pas. Pas grave ça. Avant de commencer, quels sont tes pronoms ? Comment je t'appelle ? Tu peux m'appeler Jean-Biche et je le genre en Jean-Biche. Donc c'est-à-dire que Jean est masculin, Biche est féminin et au milieu un tiret, ça n'a pas de genre. Et en fait, la seule chose qui compte, c'est de la bienveillance. Qu'on me parle avec un sourire et après, vous mettez les pronoms qui vous semblent les plus justes. Formidable. Dans un premier temps, avant de parler avec Jean-Biche, je voulais parler avec Jean-Biche parce que Madame Jean-Biche, j'ai demandé à l'accueil, s'il vous plaît. Parce que Jean-Biche, c'est même là où on peut te trouver quand on est postier et quand on t'envoie des courriers, on les envoie à Jean-Biche. Donc, oui. Donc voilà. Ouais, j'existe en tant que Jean-Biche. C'est une chance extraordinaire. C'est que j'ai décidé que mon nom d'artiste allait être mon nom d'usage. Donc, ça veut pas non plus dire que le nom dans ma vie civile est un dead name, mais je réserve ce nom pour les impôts et ma mère. Donc, une source de tension relative. Comme ta mère n'est pas venue, du coup... à la Quinterview, non, je ne l'ai pas appelée. Pardon, maman. Dans un premier temps, j'aimerais savoir où est-ce que tu as grandi, d'où est-ce que tu es originaire, quelle était un peu ton enfance ? J'ai grandi dans le nord de la France. Je suis né à Calais. Donc, il fallait le faire. Ok. Donc, du coup, c'est la frontière avec... Est-ce que tu habites à Calais dans la montée ? Celle-là, on peut mettre un petit calepin là. 1-0. Bip contre Jean-Biche. On a décidé que ça allait être le podcast des super catchphrases. Parce que j'en ai plusieurs comme ça. Donc, t'habites à Calais dans la montée, t'habites à Milan, bon anniversaire. Waouh. T'habites Pulcantal. T'habites à combien de kilomètres de Tours ? Voilà. Waouh. Tu peux faire un mic drop et je rentre chez moi et j'appelle ma mère et on s'arrête là. C'est extraordinaire. Eh bien, c'est la fin de ce podcast. C'est la fin de YouTube. On a plié Internet. Il va flinguer le monde. C'est bon, quoi. La vache. À bientôt pour une prochaine Quinterview. Merci beaucoup. L'addition, s'il vous plaît. Donc oui, alors. Elle va être longue cette émission, elle va être longue. J'espère que non, parce qu'après il faut la monter. Ouais, c'est bien ce que tu disais. Ouais.
Donc oui, donc t'habitais à Calais. Ah oui, je suis né à Calais. Donc je suis né sur l'extrême nord, tout proche de l'Angleterre. Donc ça déjà, ça permet de s'ouvrir à une culture. Puis tout proche de la Belgique. Et puis en fait, très très vite, j'ai migré à Bruxelles. Et je suis devenu bruxellois de cœur. De toute façon, les villes dans lesquelles on se sent le plus proche, c'est là où c'est pas forcément là où on a vu le jour, c'est là où, comment dire, c'est pas là où on est né, c'est là où on renaît. Quel cursus t'as amené en Belgique? J'ai fait des écoles d'art. En fait, j'ai tenu un crayon et un papier dès le plus jeune âge. Mais c'était maladif, hein, c'est-à-dire... Depuis quel âge? Depuis tout petit, t'as toujours gribouillé, fait des choses? Ouais, peut-être... je sais pas. Est-ce qu'on est vraiment conscient des premières années? Mais en tout cas, oui, c'était assez impressionnant, puisque moi, je viens pas du tout d'un milieu artistique. Et donc, personne ne savait quoi faire avec ce potentiel. Sauf que j'ai souvenir qu'une professeure de maternelle, donc c'est dire si ça remonte, a dit à mes parents, cet enfant, si vous ne le mettez pas dans des études d'art, et Dieu sait que c'est pas votre monde, mais il va devenir fou. Ou il va se jeter d'une falaise, je ne sais pas. Mais si vous lui refusez ça, c'est pas possible. Il est fait pour être un artiste, il n'y a rien à faire. Donc je fonçais tout chousse, très jeune. Et mais t'avais donc au moment où tes parents et toi, vous allez vers cette voie un peu plus artistique, tu faisais quoi à cette époque-là? C'est-à-dire que t'avais un crayon, un papier? Dessin et dessin de meuf. Ouais. Et vous voyez la suite. Non, pas du tout. Je vois pas du tout. Donc, mais beaucoup de Catherine Deneuve dans Peau d'âne. Okay. Beaucoup de Delphine Seyrig aussi. Ouais. Beaucoup de robes à panier, beaucoup de robes de princesse. Et puis parce que moi, très petit, beaucoup d'histoires, beaucoup de passé, beaucoup de reconstitutions historiques. Oui, alors raconte-moi un peu ce que vous faisiez avec tes parents le week-end. Alors eux, ils n'avaient pas la culture artistique de la culture contemporaine, des activités actuelles, vraiment de la nouvelle génération, des enfants, de la jeunesse. Mais ils avaient l'histoire, ils avaient le patrimoine, ils avaient le tourisme, les trucs vraiment genre à l'ancienne. Donc j'ai eu depuis que je dise pas de conneries, depuis que j'ai 9 ans. Des costumes historiques, des collants, des petits bérets, des machins, et toute ma famille enrôlée dans cette affaire. Et du coup, voilà, depuis mon enfance, ça a été vivre et passer des week-ends dans des musées, des églises, des châteaux, des cimetières. Ça conditionne un enfant très équilibré. Franchement... C'est un bon départ dans la vie. Faites grandir vos enfants dans des cimetières et des châteaux. C'est bien. Ils vont être bons. Et c'était quoi un peu que tu regardais comme film, comme série, comme dessin animé à l'époque? C'était un peu quoi qui te plaisait, qui t'inspirait? Hanna-Barbera, ça m'a rendu zinzin. Hanna-Barbera. Et aussi les premiers de la Warner Bros, les Bugs Bunny, Daffy Duck, vraiment genre années 50-60. Vraiment tout ce qui était années 80-90, parce que moi je suis né en 85, ça me matchait moins. Mais par contre, il y avait un truc dans le trait des dessins, vraiment genre, puis aussi dans le... Comment expliquer ça? Dans l'univers, les couleurs, le style d'humour, la narration, ça me rendait vraiment fou. La 3D, les choses un petit peu plus contemporaines, je suis moins rentré dedans. Très vite aussi, des films un peu historiques, évidemment. Hein, donc, avec Jacques Demy, on était servi, c'était pas mal. Comédie musicale, je suis pas rentré dedans. La comédie musicale, je n'ai pas saisi. Disney n'a pas fait... Aucune comédie musicale... Non, ça n'a pas pris chez Jacques Demy, c'est quand même... C'est de la comédie musicale, mais ça restait quand même franco-français dans la construction. Mais le grand West Side Story ou ce genre de choses, j'ai pas plongé dedans. Et moi, les films noirs, très très jeunes, je pense que tout début de l'adolescence, à partir de 10-12 ans, déjà, films noirs, un peu de films d'horreur, frissons, aventures, femme mystérieuse dans un taxi avec du brouillard et un flingue dans le sac à main. Ça, c'était... c'est bon. Il est où Jean-Biche? Devant la télé? Oui, tu m'étonnes. Et petit... Tu voulais faire quoi comme métier? Tu savais vraiment ce que tu voulais faire? Je voulais... Ou tu disais quoi? Dessiner des fringues pour des femmes. Ok. Dessiner des vêtements pour les femmes. Ça, c'était... Je n'en démordais pas.
Et toute ma scolarité a été bâtie autour de ça. Donc, t'as fait des études de couture, Ouais. Ok. Pour Dessin. devenir designer, pour devenir... Ouais. Ok. Ouais. Ça n'a pas été un très gros succès, mais c'était le cursus. Et puis, en fait, je me suis un peu fait rattraper par la nuit, parce qu'à un moment donné, on a l'âge de sortir. Et là, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est vachement chouette, la vie après minuit, dis donc. C'est quoi la différence entre la vie de nuit et la vie de jour? À ton avis? Je sais pas. Bah non, toi, tu sors pas. Non. Non. Toi, t'es devant un micro, toi. Bah, exactement. C'est vrai? Qu'est-ce qui change chez les gens et qui t'a plu et qui t'a attiré dans la nuit? Bah, on dit la nuit, tous les chats sont gris et c'est véridique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau rapport social qui est génial. C'est-à-dire que t'as du fric, t'as pas de fric, t'es jeune, t'es vieux, t'es bien sapé, t'es mal sapé, t'es beau, t'es moche. Il y a une nouvelle démocratie en place. Et ça, j'adore, parce qu'en finalement, il y a qu'une seule règle, c'est ça match ou ça match pas. La nuit, tu l'as découverte en Belgique, surtout? Oui, je l'ai découverte très tôt. Je suis évidemment sorti en boîte avant ma majorité. Non, j'ai le droit de le dire. Mais j'ai commencé... Ta pauvre mère, quand elle va apprendre ça. Tu penses... Mais je me demande si je vais devoir changer encore de nom. Donc oui, c'est en Belgique que tu as découvert la nuit. J'ai découvert la nuit en Belgique en 2000, les débuts des années 2000, donc pendant la vague électro-clash, avec des DJ sets comme Miss Kitty, DJL, Dr Electrolove. J'ai vu Mu en live qui m'a fasciné. Il y avait qui encore de cette époque-là? Alden Tyrell. J'ai oublié, mais bon, j'ai été prendre d'autres. Pas que des diabolos fraises dans ma life. Ouais, enfin... T'avais du beau monde, quand même. Ouais, il y avait du beau monde. Les débuts des Too Many DJ, parce que je suis bête, c'était magistral. Moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, OK, je veux mixer. Et j'ai commencé à mixer à 19 ans. 18, Ok. peut-être 18. Peut-être 18. J'ai plus... 18, 19 ans, je sais plus. Et c'est quoi ton style un peu de musique, on va dire, de prédilection? À l'époque, il est allé dans tous les sens. Ce qui est aussi un petit peu normal, tu sais pas encore quitter. Tu testes? Puis techniquement parlant, j'étais pas... j'ai jamais voulu être un DJ, comment dire, un DJ encyclopédique. J'ai jamais voulu être un DJ avec un seul style. Ah, tu mets quoi? Ah, tac, house, techno, électro, tac, machin. J'ai jamais réussi à comprendre l'intérêt. Parce que pour moi, ce qui était le plus beau et le plus poétique et le plus sincère, c'est de raconter une histoire avec tes sons. Donc, le plus intéressant est de passer de la new wave. Et puis d'un coup, tu fais, mais attends, regarde, ça pourrait avoir un lien avec ça. Et là, il faudrait casser. Et là, hop, on rabat les cartes, on essaye des choses. Et les gens viennent pour ça. Ça peut partir dans tous les sens. Et je trouve ça merveilleux. Et beaucoup de risques, prendre beaucoup de risques. Dès que j'ai des élèves aujourd'hui, parce que maintenant j'ai des élèves, hein, donc... Oui, t'as des élèves dans plein de matières différentes. Mais élève en DJ, c'est vraiment un truc genre, oh, je me sens vieille, la vache, quand ça me tombe dessus. Parce que si j'ai commencé à mixer à 18 ans, j'ai 38. Donc j'ai 20 ans de platine. Et quand tu te vois vieillir la nuit, t'as vraiment un côté, attends, tu te rappelles quand t'as commencé à sortir la nuit et que tu voyais des dinosaures et tu les regardais en mode, attends, est-ce qu'ils sont encore cool ou est-ce qu'ils sont has-been? Et là, tu fais, ça y est, c'est tombé sur toi, ma fille. Je me vois vieillir dans la nuit et l'aimer toujours autant et et travailler encore avec elle d'une autre manière, tout ça, ça me fait plaisir. Et voilà. Et on va arriver justement sur ce sujet de la nuit juste après, parce que la nuit aussi, tu as découvert, on va dire, ton persona à drague, ton Jean Biche by night, Jean Biche en frange, et enfin bref, on y reviendra plus tard. À la frange, j'ai pas arrivé tout de suite d'ailleurs. Mais bon, il y aura une frange à un moment ou à un autre. À un moment donné, il y a une frange. Mais en attendant, à la rédaction de la Quinterview, j'ai une assistante éditoriale, une reporter de l'Extrême qui m'aide à préparer l'émission. Elle s'appelle Mia, elle est accompagnée de ses parents, elle va regarder les réseaux sociaux de mes invités et voilà, elle a des questions pour toi forcément, mais déjà on la salue, on lui dit bonjour. Bonjour, je m'appelle Mia.
Mais bonjour Mia. Oh, j'adore sa voix. Elle Ouais. devrait faire de la radio. Ah ouais. Ah bah je l'ai pas choisi au hasard. Hein. Je fais passer des castings à une personne et c'est une personne qui a été choisie. Donc vraiment. Ouais. Et puis je crois qu'en plus tu changes de Mia toutes les semaines, donc t'en trouves des tonnes, quoi. C'est non, vraiment un il y en travail a d'acharné. qu'une seule. C'est la seule et l'unique, la seule Mia. Mia. Je suis déçu. Bah, pas moi, parce qu'elle est tellement forte que du coup je pourrais pas faire cette émission sans elle. Mia, quelle est ta première question pour Jean Biche? C'est quoi le drag? Oh mon lapin. Oh ma petite chérie. Alors Mia, j'ai une réponse qui va être difficile. Je sais pas non plus. Eh ouais. Bah, globalement, de ce que je vois, hein, si je peux te définir le drag, c'est des gens avec beaucoup de couleurs, beaucoup de vêtements inflammables. Ouais. La matière, Voilà. des vêtements inflammables, des perruques inflammables. Oui, inflammables. Et surtout, ce sont des gens qui sortent habituellement très tard, quand tu es déjà couché, ma petite chérie. Donc, on espère te les voir très bientôt dans ton école, dans ta bibliothèque ou tout simplement dans ta maison, venir te faire un bisou. Et elles risquent d'être très gentilles et tu risques de les adorer. Mais qui sait la couleur et la forme que ça aura? J'espère juste que ça sent bon. C'est quand même le plus important. Est-ce que tu as une drag queen? Est-ce que je suis une drag queen, Mia? Je pense bien. Je pense bien parce que finalement, j'ai des couleurs et des formes et je sens bon. Donc t'es une bonne drag queen, alors si tu sens bon en plus. Ben, quand on fait un truc, on le fait bien. Ou alors, je suis une mauvaise... non, je veux bien le faire. Mais moi, personnellement, je fais tellement de choses différentes que très souvent, on me dit « Mais non, t'es pas que ça. C'est quoi que tu veux dire qu'on sait que ça? Oh, être que ça. Être que une drague. Moi, combien de fois on m'a dit « Mais non, mais t'es pas que une drague, t'es au-delà de ça. » Et tu fais « Et après tout? Et si j'étais que ça ?» Ou alors, et si le drague avait le droit d'être un peu plus que ce que tu lui donnes comme crédit? Pourquoi tu voudrais pas me mettre ça sur l'étiquette? Et donc voilà. Donc globalement, quand on me met un mot, une définition, je dis oui. Et les gens font « Elle bluffe. » Tu bluffes, Martoni. Tu bluffes, Martoni. Respect. Ça, si tu la gardes pas au monde... Ça, ouais, Jean Biche, il bluffe Martoni. Pourquoi tu t'appelles Jean-Vie? Alors, je m'appelle Jean Biche parce que je me suis fait appeler Biche très longtemps. Et mon vrai prénom, celui que ma maman m'a donné, commence par Jean et après, c'est autre chose. Et donc, il y avait mon nom et mon prénom. Et quand j'ai commencé à travailler, je donnais mon nom et mon prénom. Mais pas sur scène, puisque j'ai une formation d'illustration. Donc, du coup, je dessinais et je signais. Et les gens étaient médusés par cette signature. Enfin, c'était ni fait ni à faire. En mode, il serait peut-être temps de te trouver un blaze, ma cocotte. Et puis... je passe beaucoup de temps dans une communauté de nerds. Ça s'appelait Parano. C'était en Belgique. Je pense que ça existe encore. Et donc là-bas, c'était le golden age du nerd avec des pseudos à coucher dehors et commençait le profil de bienvenue dans mon monde merveilleux, comme tout le monde. Et donc évidemment, moi je suis parti sur Biche. Parce que j'étais obsédé à cette époque-là par un mélange de... bonjour la nerd. White Noise, donc c'est un album de Delia Derbyshire, qui était une pionnière de l'électronique anglaise, qui était un truc psychédélique avec des bruits d'animaux bien glauquissimes. Matthew Barney, donc c'était le Walt Disney de l'art contemporain à ce moment-là, lourd de sens, avec beaucoup de références animalistiques, des prothèses, des animaux hallucinants. Et toujours un peu ma base, hein, le BDSM, le bondage, le fétichisme, voilà. Des cravaches, des poisons, des couteaux. Youpi, youpi. Mia, c'est des jeux pour adultes. Tu verras ça plus tard. Oui, pardon, j'ai oublié que je parlais à Mia. Pauvre, ma petite chérie. Peut-être... On va plus le tard. synthétiser. Ouais. Ouais. La Loue, voilà, des jeux de grands. Voilà, tu dis Blanche-Neige et le LSD. Voilà. Voilà.
LSD aussi, c'est... C'est un truc bien, mais plus ouais, tard. ouais, c'est comme les dragibus. Mais sans attends, bus. attends, voilà. Enfin, attends. bus, il te roule dessus. Enfin, c'est autre chose. Attends tes 12 ans et là, fonce. Et... Ouais, je pense pas que tu vas être marraine. Non, pas C'est c'est bien connu. Je suis une piètre mère dans l'école du drag. Et donc du coup, tout ça pour dire, cette communauté parano, on se voyait beaucoup parce que c'était basé à Bruxelles. J'habitais Bruxelles à cette époque-là. On fait des dîners, des apéros, beaucoup de sorties ensemble, et tout le monde hésite à s'appeler soit par son pseudo, soit par son nom civil, jusqu'au jour où quelqu'un me criait de l'autre bout de la pièce, Jean Biche, et là, la pièce, c'est tu. Et là, on a fait, mais c'est du génie ce nom. Et j'étais à l'affût d'un nom d'artiste, d'un blaze, et ça m'est tombé dessus, et j'ai fait, c'est parti. Eh bien, merci beaucoup, Mia, pour toutes tes questions. Bien à vous. Au revoir. Au revoir. Les Bisous. parents doivent être médusés à côté. Dis plus jamais Jean Biche à la maison, Mia. Hein. Finito Pipo. Merci à Mia et merci à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. Cher Jean Biche, on a bien compris. Donc voilà, on est là à peu près 2003, 2004, on découvre la nuit, on passe des CD le CD soir, gravés des soi-même. CD gravés, voilà. Ah, la belle époque. On avait belle, des non. graveurs de CD. Et ouais. Et là, un soir, c'est le nouvel an. Un soir, nous sommes en 2004, C'est pas vrai. 2005. Oh, je ferme les yeux, j'y suis. On va se dire très bientôt bonne année. Mais avant de se dire bonne année, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Eh bien, c'était une soirée où, comme d'habitude, j'avais plusieurs casquettes, où j'allais mixer. J'avais fait l'affiche et on m'avait dit, mais tout le monde se déguise. Donc, c'était pas vraiment des looks très sérieux, c'était tout le monde fait ce qu'il veut. Que ce soit bien fait, mal fait. Et il y a eu une montée de lait, quoi. C'était pas possible. J'ai eu envie d'être une bombasse. Et résultat des courses, j'ai fait mon tout premier look moi-même, comme une grande fille. Et j'étais inarrêtable, quoi. J'avais ouvert la boîte de Pandore, quoi. Un monstre était né. C'est-à-dire que quand il y a la thématique de la soirée un peu folle, etc., toi, tu te dis, tiens, j'ai envie d'essayer le drag, j'ai envie d'être une créature, j'ai envie de faire quoi ? Je pense pas avoir prononcé le mot drague. Je pense que pour moi, je voulais être une femme. C'était très clair. Surtout que c'est une époque où on est jeune, donc on a encore un peu de baby fat dans les joues et du coup on est passable. Et j'étais pas mauvaise. Bon, cela dit, à 20 ans, voilà, tu vois, un eyeliner à 3 €, du rouge qui tache, et on croit être la plus belle femme de France. T'étais la plus belle femme de France ce soir-là ? Dans ma tête, oui. D'accord. Dans ma tête, oui. Et j'étais un mélange de toutes mes obsessions, de tous mes rêves, tous mes fantasmes. Et donc, c'était évidemment très fétichiste, un mélange un peu burlesque, fétichiste, très forestier. C'était bizarroïde. Florence Forestier ? Oui, exactement. Qui était déjà une superstar du drag à l'époque, bien sûr. Donc, mais tu t'es plu ? Je me suis plu. Alors, je pense pas avoir eu la chance de me voir dans un miroir en pied. Parce que finalement, c'est ça le problème. C'est les premières fois où tu fais du drag, tu veux toujours beaucoup te voir parce que c'est le plus grand clash, en fait, à ce moment-là. C'est de se dire, attends, c'est moi, ça y est. C'est pas juste mon cerveau, c'est pas juste mon papier, mon crayon. Ça y est, je suis cette personne, évidemment, avec une frange de Betty Page, avec des corsets vintage et des talons impraticables, enfin bref, folle. Et d'ailleurs, pour faire une aparté, je pense que peut-être quelques mois auparavant, quelqu'un m'avait maquillée. Mais alors là, maquillée, drague, vraiment drague. Bon, c'était plus de 3 heures, c'était énorme. Et au moment où je me suis regardé dans le miroir, j'avais pas choisi ce personnage. J'étais modèle pour elle, mais j'ai rien compris. J'ai fait une erreur 404 devant le miroir. Tu te reconnaissais pas ? Bah non, je dis c'est pas possible. Ça bouge comme ma tête. J'active les joues, mais c'est pas moi. Je sais. Ah oui, d'accord. Le pouvoir de la transformation. C'était bluffant. J'avais réalisé à quel point ça allait m'être très utile dans ma vie. Et donc voilà, il y a eu cette première fois une tête avec une vraie transfo.
Puis ce nouvel an où j'ai fait vraiment le look de tête aux pieds. Puis j'ai continué un peu à droite à gauche, mais pour moi ça n'était pas encore du drag. J'avais pas envie ni besoin de ça. J'étais assez seule à le faire. J'avais pas, tu vois, il y avait pas de famille autour de moi. J'en avais pas envie non plus. Peut-être que je voulais que ce soit une aventure assez intérieure, assez solitaire, même si après t'es dans la nuit et tout le monde te parle et tu veux sociabiliser, tu veux déconner. Mais tu te posais beaucoup de questions sur toi, sur ton drag, sur ta manière d'être, sur ta féminité. Il y avait un peu des questionnements qui se posaient sur tout du moins sur les débuts de toi et de ta trouvaille féminine. Ouais. Bah en fait, c'était assez... Les premières fois où tu te looks de tête aux pieds, c'est assez joyeux, c'est assez jouissif. T'as vraiment l'impression de faire une grosse bêtise. Tu sais, quand tu mets les chaussures de ta mère ou des choses comme ça, t'es genre... ou alors, tu sais, où comment dire, où tu fais des looks un peu foufou. Tu vas dire, oh là là, on va sortir en ville, les enfants, on va mettre ça... donc il y a cette énergie-là qui est joyeuse, mais finalement, plus j'ai développé, plus j'ai réalisé que finalement, dans ces transformations, il y avait un truc à résoudre encore intérieurement, qui était pas clair sur mon expression de genre, dans ma vie, dans mon style. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'ai commencé à avoir des cheveux méga longs. J'étais Devon Rabanart, en fait. J'avais des cheveux jusqu'en bas des épaules, une barbe, mais de vraiment 20 cm de long. J'avais des poils, je suis poilu de dingue. Je voulais pas me raser ni le corps ni la barbe, mais en même temps, je voulais être ultra féminin. Et dans ma vie, j'étais aussi ultra féminin, c'est-à-dire que je recoupais tout. C'était la période Eddie Slimane, donc on recoupait tout, genre ultra serré. J'ai toujours été très 70s dans mes looks, mais les bottines italiennes, donc 5 cm de hauteur tous les jours. Il y avait un truc qui était là, mais pas là. Je veux être féminin, mais pas me raser. Et dans la vie, je veux encore être un peu masculin, mais j'arrive pas à aller dedans à fond. C'était quelques années où j'ai fait des premières perfs aussi, où pareil, quoi. C'était pas clair. J'ai passé des bons moments, et les gens ont passé des bons moments à me regarder. Mais j'ai fait beaucoup de striptease au début. C'était mes premières armes. J'ai été briefé par des stripteaseuses de cinéma porno. Donc, c'était des femmes cis avec qui on partageait le même amour, justement, de l'érotisme, du vintage. Et donc, voilà, je m'entourais pas forcément de drague. Je jouais pas du tout dans des endroits de drague ou LGBT. Et le striptease, finalement, avait l'air d'être pas comme une visite médicale, mais c'est pas le striptease burlesque avec les gens qui crient, c'était pas le striptease toujours de l'empowerment, c'était parfois une sorte d'accouchement pas toujours clair, où finalement, entre, tu sais, la peau de départ et la peau d'arrivée, tu fais bon, alors finalement, qui est le plus, tu vois, qui j'ai trouvé à la fin, quoi. Ouais, c'était ça. Et je pense que ça illustrait exactement là où j'en étais dans ma tronche. Et ça me faisait plaisir, du coup, de le faire dans des endroits qui n'étaient pas LGBT. Et il y a un moment où tu te dis, bon, cette situation est pas claire, il y a un truc qui est pas clair, tout ça. Il y a un moment où tu arrives, à mettre des mots dessus et où tu arrives à mettre un peu de clarté là-dessus. Je crois qu'à ce moment-là, je ne conscientisais pas que dans mon expression de genre et dans la manière avec laquelle je travaillais et je m'exprimais sur scène, quelque chose n'était pas clair. En fait, le plus important pour moi, c'était m'exprimer. C'était déjà salvateur, il fallait sortir ça. Même si, très souvent, on regardait des images ou des choses où on sentait un peu autour de soi que les gens te mettaient un aura, genre « Oula, ouais, elle est intense, celle-là, c'est un drôle de personnage, c'est une drôle de créature. » Et puis, tu sais, d'aller bosser dans des endroits pas du tout de nuit conventionnelle. J'ai fait des striptease dans des églises, dans des gares désaffectées, dans des hôtels. Enfin, j'ai déroulé du câble. Et résultat des courses, 2010, je suis appelé pour aller bosser sur un festival en Suisse. Et je me donne, je sais pas, l'élucubration. Je vais faire une robe magnifique à base d'étoiles de prêtre qu'on m'avait offert pour mon anniv. Donc, t'en as des beaux cadeaux d'anniversaire. Ouais, j'ai dit pas. Là. Donc tu te prépares pour cette soirée-là, pour cet événement-là. Voilà, et voilà. Et le tissu, il est hyper fragile. C'est vraiment des pièces qui ont plus de 100 ans. Mais donc, je sais que je fais un truc pas bien. Parce que normalement, ça, il faut le chérir.
Enfin, Oui, tu joues un peu avec les interdits. Voilà. Voilà. Puis c'est ecclésiastique, alors pour te mettre ça sur les fesses, c'est quand même assez drôle. Mais finalement, je me suis mis devant la machine à coudre et là, j'en ai pour un long moment. Parce que c'était très fragile, il fallait prendre son temps, il fallait réfléchir. Et puis, si tu te plantes, il n'y a plus de tissu. Donc, c'était très complexe. Mais j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à me regarder devant la machine à coudre en faisant « Qu'est-ce que tu as besoin de te prendre la tête ?» Alors que, dans le public, qu'est-ce qu'on en a à foutre que t'aies cette robe et qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que t'aies une robe? Et ça a été un tourbillon, il y a eu une avalanche, il y a eu un éboulement de questions comme ça, dans la gueule, toute seule, comme une grande femme, dans sa cuisine. J'ai commencé à me dire, pose-toi ces questions. En fait, elles sont au bout d'éclore, mais si tu les dis une fois, tu te les poseras pas davantage. Au moins, tu auras résolu le truc. C'est un peu pénible. Et je sentais bien que j'étais en train de faire une économie de thérapie intérieurement. Mais tu voulais comprendre pourquoi tu faisais ça? Bah oui, j'étais à me dire pourquoi il faut toujours que je sois ultra féminin et que je me sentais pas valide, je me sentais pas comment on dit ça, c'est pas méritant, mais Un peu imposteur? Pas imposteur, mais c'est genre il y avait pas la oh mais alors qu'est-ce qu'il fait cet adjectif, il est où, viens cherche, viens bon, il reviendra plus tard, on va lui mettre des croquettes, mais ouais, c'était proche, pas de l'imposture, mais c'était genre, tant que j'ai pas ça sur le dos, je mérite pas d'être sur un plateau. Ça marchait pas. Il y avait plein de béquilles comme ça qui disaient si j'ai pas ça. Et puis en plus des vêtements fétichistes, hein, donc faut que ça comprime, faut que ce soit difficile de marcher, de respirer, de bouger, à mettre, à enlever. Enfin, je viens d'une grosse école de corsetterie, de choses très contraignantes. Et finalement, là, j'ai réalisé un truc qui m'avait pas encore passé sur la tronche. En fait, je ne me suis jamais laissé le droit d'être un mec. Et aujourd'hui, je suis un mec cis, tout va bien. Et à cette époque-là, je croyais l'être, et c'est là où j'ai fait, mais en fait, depuis que t'es gosse, depuis que t'es ado, depuis que tu sors et que tu commences à montrer qui t'es, que t'as dans l'espace public ta gueule, tes manières, tes vêtements, tes idées, tu te fais toujours pointer du doigt comme la fille manquée, le PD. Donc biologiquement, il y a le côté genre, t'es dedans, mais t'es pas dedans. Et tu fais genre, bah oui, mais je suis pas dans l'autre camp non plus, je suis pas folle. Avant même de poser ces questions sur où est-ce que moi je me positionne, où est-ce que j'ai envie d'aller. Je me suis dit, mais attends, avant de le conscientiser et de prendre une décision, finalement, c'est comme si on m'a toujours mis un coup de pied pour me refuser l'entrée du vestiaire des mecs. Et puis après, c'est là où j'ai fait, oh, peut-être que j'ai jamais eu j'ai jamais eu des images très valorisantes de la masculinité. Et c'est ça qui a fait vraiment un déclencheur. Je me suis dit, mais attends, t'as le droit. Je me suis rasé le crâne. J'ai acheté des baskets pour la première fois de ma vie, donc je pense à 25 ans. J'ai acheté des jogging, je pense. C'était la première fois. Hein. Ça n'arrivait pas. J'ai arrêté de me maquiller tous les jours, alors que il n'y avait pas de problème. Et j'ai fini ma robe. Et là, je l'ai regardée et j'ai fait, j'en ai plus besoin. Je pourrais monter sur un plateau sans. Mais j'en avais encore envie. Et c'est là mon rapport au drag, il a switché. Et je me suis permis d'être totalement féminin. Je suis rentré dans une maison de travestissement classique. J'ai intégré la troupe des week-ends à faire des shows hyper mainstream, quoi. Des grands tubes qui tâchent pour les gens du samedi soir, pour la communauté LGBT. C'est la première fois que je mettais les pieds dans des trucs comme ça. Hein. Et dans ma vie, ça s'est décanté, quoi. Et ma vie intérieure, ma vie sexuelle, ma vie sociale, ma vie politique, tout ça, ça a fait hey tout n'est pas que souffrance, en fait. Mais il a fallu en passer par là pour avoir cette espèce de petit déclic qui t'a fait, j'imagine, sur le moment, ça n'a pas dû être forcément très facile à vivre de devoir imbriquer toutes ces pensées-là, mais au final, ce qui en est sorti, c'est quelque chose de en fait, tout va bien, c'est chouette, et il n'y a plus qu'à s'amuser de tout ça. Je pense que ça participe aussi du moment où tu te transformes. Tu as toujours peur du premier jour où tu vas mettre un vêtement qui n'est pas de ton sexe cis, parce que tu as peur d'ouvrir la porte, de dire « et si ça me plaisait vraiment ?» Et il y a cette angoisse de faire « et si finalement je me révélais être une personne trans ?»
Et il y a l'angoisse de faire, on peut encore arrêter le process, on peut encore empêcher. Et c'est le plus difficile quand tu commences à te transformer, c'est de se dire, on va arrêter ces questions. En fait, c'est du lavage de cerveau qui te fait dire, ouh là là, si tu es ça, tu vas être un problème. Tu vas être un problème pour toi, tu vas être un problème pour ton entourage, ton passé, ton présent, ton futur. Et à partir du moment où j'ai commencé les transfos, et que j'ai eu cette grosse prise de conscience, j'ai dit, OK, là, il va falloir se poser des questions qui fâchent. J'ai vraiment, quand j'ai eu la solution, j'ai eu une petite déception. Je me suis vraiment fait, ah bah merde, je suis que 6, tout ça pour ça. Parce que tu te dis vraiment, mais parce que moi j'en ai rencontré des personnes fluides, des personnes queer, des personnes trans, et j'étais toujours fasciné de me dire, bah tu sais quoi, toi aussi, t'as ouvert cette porte de transformation. Et j'étais admiratif de toutes ces personnes qui prenaient tellement de risques dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur rue, de tout ça. Et après, de me dire, mais en fait, toi, non, c'est pas cette équation-là. Toi, c'est 6. T'es heureux 6. Bon, 6, quand même efféminé. On n'est pas aveugle. On sait très bien qu'avec toute la meilleure volonté du monde, je me suis fait rabrouer d'ailleurs une fois par, tu sais, Justine Vivian Bond. Non, je veux pas. Ah, c'est une super artiste américaine, c'est très grande activiste LGBT. Okay. Et on avait fait on avait fait une rencontre avec des publics, on était bookés ensemble dans un festival. Et je racontais ça. Je dis, bah oui, mais en fait, c'est vrai que moi, j'ai bien conscience que la scène, pour moi, je veux une ultra-féminité. Maintenant, ça y est, j'ai plus peur, j'ai plus honte, j'ai pas de problème. Je me sens bien de dire, je veux être une belle poupée. Bon, poupée James Bond avec un poignard dans le dos. Mais je veux ça. Et dans ma vie, je suis un mec. Elle m'a regardé. Oh, les yeux ont scanné de la tête en bas. Et elle a vraiment fait genre, ah, parce que tu crois que tu ressembles à un mec, toi. Oh, Vilaine, mais vu ce qu'elle a vécu dans sa vie, et puis peut-être la manière avec laquelle je l'ai formulée, j'aurais peut-être mérité de me prendre une rouste. Mais venant d'elle, je l'admire, et c'est genre... il fallait pas non plus trop me chier à la gueule, mais la manière avec laquelle elle me l'a mis, je l'ai vraiment regardé en mode, si tu veux, honnêtement, t'as bien le droit de me replacer... Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, à quoi ressemble Jean Biche ? Là, maintenant ? Pas là maintenant, mais en drague, en fait. En fait, il y a un peu... La carte est grande, hein, on ne sait pas quoi choisir. Hein, c'est ça mon problème. Non, mais déjà, en gros, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu aimes que les gens te reconnaissent ? Est-ce que c'est un but, déjà, d'être reconnu et reconnaissable ? Il a trouvé le chaînon manquant, exactement. J'adore qu'on ne me reconnaisse pas. C'est de plus en plus dur parce que j'ai vraiment essayé beaucoup de peaux, j'ai essayé beaucoup de tronches, j'ai essayé beaucoup de personnages. Alors attention, hein, c'est pas non plus la comédie française, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas Madame Doubtfire, j'essaye pas de me faire gagner 60 ans et d'avoir des prothèses et de me faire passer pour un infirme et puis une ministre et puis une bombe. Enfin, c'est pas ça le truc. Oui, tu fais pas, comment il s'appelle, Alexis Stone ? Oui, voilà. C'était pas mon kiff, mais chaque fois que je sortais, j'avais envie de dire, bon, allez, je sais pas pourquoi, mais ça, c'est cette couleur, c'est ce vêtement, ou c'est ce make-up, tout ça. Et j'ai toujours adoré essayer et que j'adore encore un peu, hein, arriver quelque part et voir beaucoup de gens que je connaisse, mais qui ne me reconnaissent pas, et de ne pas aller les voir, parce que ça me fait marrer. Et ils sont là, et puis après un quart d'heure, ou plus longtemps encore, ils arrivent enfin et ils me font « Oh, je viens de comprendre !» Ou alors le lendemain, fait « Mais c'était toi, mais qu'est-ce que t'es belle, mais pourquoi t'es pas venu me voir ?» Mais parce que moi, c'est mon kiff, je veux être le fantomas du drague. T'enlèves la tronche, c'est toi, fantomas. C'est effarant. Donc, pour les auditeuristes, vous sentez, hein, Bip et moi, nous venons de la même génération, les vieilles. Et on a des dragues, ça veut dire que nous sommes mortes. Ouais, Louis de Funès. Mais par exemple, Biche, pour moi, Biche, c'est ma biche, c'est le gendarme de Saint-Tropez. C'est Claude Jansac. C'est ma évident. biche. Bah ouais, c'est ma biche. Je sais pas à quoi je ressemble. Bah, j'ai un go-to. Le plus souvent, au final. Le plus souvent, alors oui, ça va être en fait, ça va forcément être un best-of de tout ce que j'admire et qui m'obsessionne. Les cheveux sont noirs. Ça, c'est toujours un peu le truc. Noir, un peu années 50, assez Hitchcock. Une frange assez sévère. Donc, frange droite, noire. Avec
Oui, un chignon, une ponytail derrière. Ensuite, un make-up. Ça peut aller dans beaucoup de directions, mais souvent, c'est assez parisien, assez femme. Tu vois, c'est Patrick Simatel, c'est pas l'échelle de ton œil à 800% et la fin de ton fossile touche l'oreille. C'est pas trop ma cam. J'ai une petite, même quand je pense moi être super exage, après je vois les photos et je fais putain, on dirait Jean-Mi de la Conta. C'est limite quoi. Un côté un peu petite meuf. Oui, ou en tout cas, mais aux petites bourgeoises. Ouais. Qui va sortir boire un petit verre dans le 6e. Voilà, moi j'ai un côté, je me sens plus proche de Inès de la Fressange que José Garcia en Cindy Crawford. Bon, même si pour moi les plus grands travestis de ce siècle sont José Garcia et Bruno Carrette. On peut s'arrêter là tout de suite. Bon, il y avait Dame Edna, on est d'accord, et paix à son âme, c'était une déesse, mais Bruno Carrette avec une perruque, moi, pipi culotte. Et José Garcia, qu'est-ce qu'il en a fait des numéros en femme? Alors, on était sur la tronchasse, certainement. Alors, soit j'ai des dents de vampire, soit j'ai des grilles, soit j'ai une lampe dans la bouche. Démerdez-vous. Dans mes lip-sync, beaucoup. Ma signature, c'est beaucoup. J'ai une bouche luminescente. Ensuite, en fringue, souvent, il va y avoir une petite robe noire. Hein. Elle va être forcément peut-être un peu corsetée. Elle va être très années 50. Oui, un peu sévère, un peu stricte. Moi, j'adore Maggie Chung dans In the Mood for Love. La dégaine quand elle descend un escalier. Oh, je pourrais mourir. Elle est démentielle, elle est magique. J'aime pas mal les bracelets. Collier, ça me pète les couilles. De la bague, ça je veux bien. Mais de la bague genre Michel Lamy, tu vois ce que je veux dire? Vraiment des bijoux qui font gling gling glang, ou un côté un peu loulou de la falaise, quoi. Il faut que ce soit... Ouais, on a mis du bijou, faut qu'il se voit, faut qu'il s'entende. C'est un peu incandescente, quoi. Et là, vous pouvez voir, je n'en mets pas, parce que j'ai appris aussi, quand tu fais de la radio, mets pas tes breloques, tu nous pètes les couilles, une fille. Et après, collant, je suis désolé, la ligne noire à l'arrière, ou rien, et une paire de talons noirs, évidemment, très haut, un peu fétiche. Eh bien voilà, vous avez le plus ou moins le profil et le contour de Jean Biche. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux, vous trouverez un peu plus de Jean Biche. Avec plaisir. Passez faire un coucou, on picolera un godet, on fumera une clope. Toi, t'es vraiment quelqu'un qui, travaille tes performances. Alors on va dire, oui, mais tout le monde travaille ses performances. C'est pas exactement ça que je veux dire, c'est que tu crées des performances dans le sens où une performance, c'est comme une œuvre d'art, et une œuvre d'art a un nom d'œuvre et une année de fabrication et de naissance. C'est-à-dire que, pour moi, dans ce que j'ai vu et dans ce que j'ai compris, c'est vraiment une performance est une œuvre, a un nom, etc. Tu fonctionnes comme ça? Oui, en effet, dans mon CV... Et si tu tapes mon nom sur Internet, c'est vrai que tu vois plus ces performances sérieuses, puisqu'évidemment, c'est celles qui sont plus documentées, c'est celles qui ont plus de poids, parce que ça pose un peu un rock, c'est assez impressionnant. Alors que, évidemment, dans un cabaret ou dans un drag show, tu vas avoir des stories avec des téléphones à bout de bras, et t'as pas un caméraman officiel ou des photographes. Moi, c'est cette chance que j'ai eue. J'ai eu beaucoup de documentation sur mon boulot grâce à ces circuits, à ces milieux. Mais ce qui veut pas dire que je travaille toujours de cette manière très fermée. Mais en tout cas, je te remercie, ça fait plaisir. J'aime bien regarder mon boulot comme une œuvre. T'as quoi, un peu comme florilège de noms de performances? J'ai le caméra show. Alors ça, mes enfants, accrochez vos ceintures. Hein. Là, maman passe la 4e. Moi, j'adore le VP, en fait, la vidéoprojection. Tu vois ce que je veux dire? Comme au Cinoche, dans ta gueule. Mais beaucoup de gens sont éblouis, aveuglés, ils aiment pas ça. Moi, j'adore. Moi, je pourrais regarder un faisceau, tu sais, comme Romy Schneider dans L'Enfer de Clouseau, tu vois. Voilà. Mais elle cligne pas des yeux pendant 3 minutes devant des strobes et c'est genre, l'image est dingue. Mais toi, t'es aveugle, ça fait très mal. Tout ça pour dire, je bosse au Manco. J'ai fait, moi, le Manco, j'ai fait de l'ouverture à la fermeture. J'ai fait 2015-2019. On me demande de faire un nouveau numéro pour le nouvel an, une nouvelle idée, un truc, un machin. Et puis, il y a une équipe de documentaristes à ce moment-là qui fait un documentaire sur la création du lieu parce que c'est tout neuf. Et je leur dis, les mecs, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de brancher votre caméra à la console et aller en live? Et en fait, moi, je suis sur scène avec la caméra. Et je me prends en show, en fait, et je fais un show et
Et la caméra, c'est comme une webcam en live. On essaye le truc. Et en plus, c'était un soir où moi, j'avais un body paint en squelette hyper précis avec plein de bijoux sur le visage. Enfin, vraiment, c'était 4-5 heures de taf. Et oui, parce qu'il y a des moments aussi, j'aime les transformations dites intenses. Pas juste drag, tu sais, la petite heure et demie, tout ça. Non, c'est vraiment genre envoie du pâté, quoi. Moi, 6 heures, 7 heures de make-up, tu peux me perdre, quoi. Je peux être fasciné par ça. Résultat des courses, je découvre à ce moment-là que, une caméra, en fait, c'est lourd. Donc, mon biceps était genre en fond de sauce. J'étais épuisé. Et surtout que si tu te mets avec le fond derrière toi et tu mets la cam devant en selfie, la caméra prend ton selfie à l'infini. Et ça donne un effet de profondeur. Ça fait un effet de profondeur extraordinaire. Et que après, évidemment, ce numéro a rendu les gens en larmes. Enfin, vraiment, ils étaient en larmes. C'est pas un mensonge, hein, vraiment. Ils étaient comme ça, genre, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que, imagine une très bonne caméra HD, genre, tu vois, une 4K, un make-up de 5 heures en gros plan et à l'infini, et au ralenti, en plus, tu vois, très calme, parce que j'avais tellement peur de débrancher le câble, où j'avais peur de casser la caméra, que j'étais très très lent, je prenais mon temps, j'y allais mollo, et les gens, c'était du public de 31 décembre, donc ils étaient assez, tu vois, c'est genre on s'enjaille, on fait un beau grand spectacle de Nouvel An, donc il fallait un beau grand spectacle, et là, ça a calmé. Je l'ai fait dans plein de villes différentes, je l'ai fait dans plein d'occasions différentes, tout ça, je l'ai fait seul, j'ai fait à plusieurs, enfin bref. Mais c'est mon petit truc à moi, même si cette mécanique existait déjà. Il y a une nana qui est venue me voir à Fantasma qui m'a dit tu sais, moi je l'ai vu au théâtre il y a 30 ans et là c'est vrai qu'en ce moment tout le monde refait le coup de la caméra, patin coup fin, et elle me dit sauf qu'en fait j'ai vu que 2 personnes dans le monde le maîtrisaient, c'est la toute première qui l'a inventé et toi. Et là ça m'a vraiment fait ok, j'ai pas l'air d'une fraude, même si quand j'ai eu cette idée, je ne savais pas que ça existait déjà avant et j'ai pas eu envie de le répliquer. Donc voilà, ça c'est le numéro qui me tient à cœur parce que vraiment je me sens bien dedans. Tu parlais du Manco, donc où tu as fait ces premières fois, ces perfs avec la vidéo, la caméra, etc., la caméra show. C'était quoi le Manco en 2 mots, et comment ça fonctionnait toi en tant que performeur là-bas? C'est-à-dire en gros il y a cette espèce d'émulation, de recherche de performance pour toutes les semaines. Oui, le Manco, il m'est arrivé dessus en 2015-2016. C'est un cabaret qui a duré 4 ans. Et on a eu une troupe qui changeait assez régulièrement. C'était un cabaret qui a été sous le théâtre des Champs-Élysées. Il a été mis en scène par Manon Savary et sous la direction artistique de Marc Zafuto et Emmanuel Dorazio. Moi, j'étais ce qu'on appelait un artiste clé en main. C'est-à-dire, moi, je venais avec mon univers, je proposais mes trucs que j'avais fait de A à Z. J'avais fait ma bande-son, j'avais fait ma vidéo, j'avais fait mon costume, j'avais fait ma perruque, et eux avaient juste à regarder et à me laisser m'exprimer. Même si, bien évidemment, tu sais aussi qu'il y avait un niveau qui était très très élevé. T'avais pas intérêt à te chier. Mais en même temps, t'avais une grosse liberté créative. Mais j'avais eu un niveau de confiance qui ça m'a permis de me libérer. Et ça m'a permis aussi de savoir de quoi j'étais capable. Parce qu'on te donne dans les mains des outils où, dans tes petits projets indépendants, dans tes bébés, tu vois, de projets, dans les choses qui tu sais, tu vois, t'es content, mais tu vois que t'es en train de tourner un peu en rond. Il t'arrive on s'est pris des coups de pied au cul, on s'est pris quelques traumas, mais ça, c'est grandir aussi. Et puis, il y avait un sacré parterre, un sacré public aussi, c'était pas... Les premières fois où on a eu un sacré parterre, on était terrorisés. Il y avait qui? Il y avait Rick Owens, Michel Lamy. Je sais pas, parce qu'en fait, je pense, tu sais, qu'avant le Manco, l'équipe du Manco m'avait invité à faire un show. À assister à un défilé de mode. Première fois que je vais à un défilé de mode. Et on me dit, Cocotte, tu vas être invitée. Et dans la salle, il y a Violet Chachki, Miss Fame, Pearl, Sharon Needles. Toi, tu représentes les dragues à la française.
Et là, j'étais un peu en tête, genre, qu'est-ce que je vais mettre? Et là, j'ai foncé, quoi. J'ai dit, vas-y, fonce. J'ai fait un body paint de squelette rouge et blanc, avec une sorte de perruque de Dolly Parton noire, mon t-shirt Metallica de ma vie, et une robe sirène pailletée. Et j'ai déboulé la clope au bec. Les gens étaient, mais médusés. Mais qu'est-ce que c'est ça? Les Américaines, elles m'ont regardé, genre, mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est Sharon la première qui m'est tombée dessus en mode, mais t'as l'air rigolote, toi. Tu penses, mon neveu. Et donc, c'était déjà pour nous un accélérateur. Ça nous a fait comprendre qu'on allait devenir en fait des gens dans ce monde-là sans vraiment être dedans. On était comme des consultants. Et c'était les débuts. Je pense que c'était le tout premier défilé de mode qu'ont fait les filles de Drag Race. C'est ça. Et à un moment donné, quand t'es vraiment à HS, il y a une nana dans l'escalier qui fait « Oh, j'adore ta jupe !»« Ouais, merci, sympa, c'est moi qui l'ai fait. »« Non, ouais, je sais. Hey, salut à toutes. Ouais, moi, je vais danser. » Je prends 10 secondes et là, je fais « Mais c'était Kate Moss !» Et là, j'ai fait « Ah ouais, d'accord. En fait, cette vie, c'est ça. » Bon. Sacrée rencontre. Ouais. Mais tu sais, c'est là où tu te dis « Mais en fait, c'est des gens qui font caca le matin. » Souvent. Je Ou le m'excuse, soir, hein. enfin, ça dépend des rythmes gastriques de chacun. Après. Bien évidemment, attention, hein, chacun son petit bol alimentaire, son petit rythme. J'ai vu Céline Dion me regarder comme si elle avait vu la Sainte Vierge. Elle en a Peut-être que fait un peu. c'était toi. Ouais, elle en a peut-être fait un peu des caisses. Mais, non, Céline Dion n'en fait pas ouais, des mais caisses. c'était un amour. Elle m'a fait marrer. Elle était gentille. Bon, elle est intense, elle est folle, mais c'est là où moi j'avais passé le plafond de verre, de dire c'est normal en fait, ça y est, c'est chill. Mais en fait, on faisait le même boulot, qu'il y ait des célébrités ou pas dans la pièce. Et nous, on était juste heureux de s'exprimer, d'être libre, mais de repousser toujours notre répertoire, d'essayer des choses. Ça nous a pas empêché de rentrer chez nous, la queue entre les jambes à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Comme souvent. Ouais, parce que le truc s'est arrêté du jour au lendemain et on n'a pas... En plus, s'en est suivi la pandémie très peu de temps après, donc c'était difficile émotionnellement d'encaisser un phénomène comme ça. On tournait dans le monde entier, on allait faire des Fashion Week à Pétaouchnok. Moi, une fois, j'ai fait mon numéro de Blade Runner devant l'océan à Bali. J'ai eu du mal à... Ouais, j'ai eu du mal à m'en remettre, quoi. Tu fais, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Qu'est-ce que c'est? Et une fois que c'était fini. Et je pense pas que ça me arrivera une nouvelle fois, ce genre d'expérience. Tu fais, mais c'est pas possible, quoi. Ça n'est pas possible. Des fois, tu te pinces. Incroyable. Ouais. Ah bah, on en a fait. On en a déroulé du câble. Parmi tes nombreuses casquettes, on en parlait au début de l'émission, tu es DJ, illustrateur, tu as donné des cours de danse non-binaire, mais tu es aussi directeur artistique et tu as fait aussi un cabaret que tu as créé en 2011 Oui. qui s'appelle Les Nuits Banilon. Oui. Donc, les nuits au pluriel et Banilon au singulier. C'est un petit peu contradictoire. Et qu'est-ce donc? C'est mon bébé, je l'ai construit en 2011. Et en fait, il était tout petit. Donc pour moi, c'était normal de dire je fais l'affiche, puis en fait, c'est moi qui vais faire l'impression, puis c'est moi qui vais distribuer les affiches dans les bars, puis c'est moi qui appelle des copines, puis je dis, vous allez faire quoi comme show? Si tu veux, je peux t'aider à faire le montage de la musique. T'as des fringues, je peux te prêter des robes. Tu sais faire des perruques? Attends, je te montre. Et puis après, c'est attends, faut que je trouve des copines DJ. Vous pouvez m'aider? Attendez, on va faire un atelier peinture à la maison, on va peindre le décor tous ensemble. On faisait ça dans le bar qui s'appelait Chez Maman à Bruxelles. C'est un tout petit bar. Donc, à cette échelle-là, avec le copinage et puis avec le côté DIY, un peu punk, un peu anarchiste, mais dans un bar de travestis old school, mais old school. Le décalage était drôle, quoi. Et puis, on était débiles. On a fait des conneries. Enfin, nous, on est les rois de tomber, vomir, beaucoup de sang aussi. Alors, du faux, hein, bien évidemment. Hein. Et des bastons. Ça, c'est notre truc favori. La bagarre. Ouais, une bonne bagarre. Alors, soit un bon pain dans la gueule, ou soit la bagarre molle. Tu vois ce que je veux dire? La bagarre nulle. Ouais, la La bagarre loupée. Ouais, c'est ça, quoi. Genre, je veux me battre, mais je veux pas me casser les ongles. Et ça, mais c'est ce qui a toujours défini notre projet, ce qui m'a fait marrer. C'est de dire, on fait ça pour le fun, pour rire. Et puis, en fait, le projet, il a grandi. Je pense qu'il m'a aidé à comprendre que c'était le meilleur truc que je savais faire de ma vie. Parce que finalement, il rassemble tout ce que j'aime.
Ça ressemble vraiment beaucoup de choses. Et aussi, c'est un collectif. Parce que moi, j'ai un petit problème avec le fait de vouloir être solo et moi. Là, tu vois, après la fin des grands projets où j'étais starifié, où j'étais juste interprète dans des spectacles, moi, revenir sur le devant de la scène en disant, moi, j'ai un petit... Je vais me mettre des coups de pied au cul. Et Banilon, pour moi, c'est mon plaisir. C'est vraiment c'est ma plus grande fierté. Je pourrais en parler des heures. Quand il y a eu le Manco, donc forcément, je l'ai pas fait. Il a pris une jachère de 6 ans dans la gueule. Et là, il est revenu depuis 1 an à Paris. Et là, il m'est arrivé des choses merveilleuses. C'est que comme j'ai donné des cours de danse ces dernières années dans les écoles d'art, j'ai rencontré des étudiants, j'ai rencontré la nouvelle génération d'artistes, et j'ai pu les intégrer au spectacle. Ça a pu nous aider à avoir un cast intergénérationnel. Eh ben bravo pour tout ça. Ouais, merci. Je lui dirais. Vivement le prochain Banilon. On arrive bientôt à la fin de l'émission. C'est pas vrai. Si, ça arrive. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est moche. Sauf la saucisse qui en a 2. C'est la dalle. On va au resto après, parce que ça commence à grailler. Oui, t'as raison. Est-ce que tu as, donc, c'est la tradition, des petites recommandations, des choses à recommander aux uns, aux autres, musicales, filmographiques, de gens à suivre, de soirées, un petit truc que tu as envie de nous transmettre. Pour des auditeuristes de la Quinterview, s'il y a des choses que je peux vous suggérer d'aller regarder... j'ai revu Le Lézard Noir avec un pote samedi. J'adore ce film et c'est Akiro Miwa qui est travesti, qui joue le premier rôle et qui joue un rôle de femme. Et elle est mise en valeur, dirigée, mise en scène comme une femme. Et personne ne soulève le sujet que c'est un homme. Extraordinaire, c'est une sorte de film d'aventure, d'action, une sorte de James Bond avec une méchante femme qui vole des bijoux et des enfants. Et le Lézard Noir. Le Lézard Noir, allez mater ça. Et en arrivant chez toi, j'écoutais justement Shiemi Manabe. C'est une chanteuse japonaise des années 80 et je crois que c'est son premier album et il est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut aller regarder d'intéressant en ce moment en France ? Un bon Quentin Dupieux. Et surtout aller le voir au Cinoche, parce que là j'ai raté le dernier, je m'en suis mordu la langue. Mais j'adore les films de Quentin Dupieux. T'as pas vu Yannick ? Ouais, j'ai pas pu le voir. Et j'avais vu... je suis allé à l'avant-première de Rotting in the Sun. J'ai oublié le nom du réalisateur, mais Rotting in the Sun. Et c'est d'une violence, c'est génial. C'est hyper... Non, mais alors tu vas adorer, parce que justement c'est drôle, c'est assez noir, ça dépeint la communauté LGBT et les influenceurs et les artistes contemporains de manière très cruelle. Okay. C'est très agréable. Okay. Et je le recommande vivement. Très bien. On va écouter donc toutes les recommandations de Jean Biche. Ou pas. Ou pas. Faites ce que vous voulez, quoi. Oui. On vous dit. Un peu. Allez, 5 minutes de chaque, j'ai envie de dire. Essayez. Et puis si ça prend pas, faites aller. 5 minutes de chaque. Ça aurait pu être le nom de ce podcast. 5 minutes de chaque. Ouais. Mais non, tu mens. Ouais, c'est vrai, je suis trop bavard. En allemand. Voilà, encore une petite référence à Louis de Funès, pour ceux qui l'ont pas. Jean-Biche, c'est la fin de cette émission. Oh. Mais ouais, est-ce que ça t'a plu ? Je me suis vraiment marré, ça faisait du bien. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Avec grand plaisir, on est là pour ça. Merci beaucoup Jean-Biche et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bisous. Salut les meufs. Et les pas meufs et tous les autres. Ouais. Et tout. Végétal et minéral. Portes de placard, les radiateurs. Les radiateurs. Salut les radiateurs. Salut les radiateurs.